C'était Raoul Duguay qui vous saluait ainsi en direct de la Nuit de la Poésie 70 qui a lieu il y a presque 50 ans aujourd'hui, soit le 27 mars 1970. Je reviendrai dans cette capsule sur cet événement mythique de la littérature québécoise qui incarne aussi une tendance de l'époque à ces grands happenings ou à ces grandes créations collectives. Et donc les trois capsules qui constitueront cette séance de cours se pencheront sur ce type d'événements. Donc, tour à tour sur la Nuit de la Poésie et les poèmes et chansons de la Résistance qui l'ont précédé. Donc, ça, c'est pour cette capsule. Pour la capsule 2, je m'intéresserai à la contre-culture et ses incarnations en chansons et en poésie. Et enfin, pour la troisième capsule, je reviendrai sur la Nef des sorcières, sur le mouvement féministe et sur les créations collectives des femmes. Donc, pour commencer, je rappellerai qu'au début de la capsule sur Parti pris la semaine dernière, j'ai évoqué la volonté dans le Québec des années 1960 de démocratiser la culture, de la diffuser largement puisqu'elle fait partie des formes de revendication de l'identité québécoise. On a vu donc que ce mouvement de démocratisation passe par la multiplication des lieux de diffusion, par exemple la fondation de maisons d'édition comme l'Hexagone, mais aussi donc la création de revues comme Parti pris. On peut également faire donc de l'organisation d'événements publics collectifs, comme la Nuit de la Poésie, une autre initiative qui va dans le sens de cette démocratisation, soit de cette volonté que le poète, que plus généralement l'artiste, soit, comme le disait Miron, sur la place publique avec les siens. Donc la Nuit de la Poésie, par exemple, aura ce but de faire sortir la poésie des livres, de proposer une nouvelle façon de consommer de la poésie, comme l'évoque Raoul Duguay dans cette citation. Le phénomène de groupe qui va se manifester à la Nuit de la Poésie est un phénomène de consommation de la poésie. Il est temps qu'on la consomme, la poésie. Elle est dans les livres et elle dort. Il faut qu'elle sorte, qu'elle soit un geste et qu'elle devienne quotidienne. Donc la poésie comme produit de consommation culturelle, accessible à tous, ouverte, c'est un peu ce que prône ici Duguay dans cette citation et c'est ce qui va motiver aussi une partie des participants à la Nuit de la Poésie. Donc avant d'aborder quelques exemples de ces manifestations collectives de la fin des années 60 et du début des années 70, je vais m'arrêter sur quelques autres caractéristiques de ces manifestations qui les font participer d'une époque d'exploration, d'expérimentation et de revendication que sont les années 60 et 70. Donc, si les Québécois veulent redéfinir leur identité, ils veulent aussi renouveler leur art et leurs pratiques, et donc ces productions collectives vont contribuer à ce renouvellement. Donc, d'abord, ces manifestations sont des créations plus ou moins collectives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça dépend des cas. Donc, le degré de collectivité peut être différent selon les événements. Donc, parfois, il s'agit simplement d'une succession de prestations de divers artistes, un à la suite de l'autre, comme dans un spectacle qui cumule les numéros, sans qu'il y ait vraiment d'interaction entre les numéros ou de travail collectif en amont. Parfois, l'aspect collectif est seulement associé à la prestation même. Par exemple, un poème ou une chanson interprétée à plusieurs voix. Ou parfois, l'aspect collectif va être plus largement associé au travail de production de l'œuvre, pour des pièces, par exemple, écrites à plusieurs mains, comme on dit, donc écrites par plusieurs personnes, donc un travail collaboratif. Parfois aussi, c'est plutôt l'idée qui est collective, donc une initiative collective, puis ensuite chacun va mettre l'épaule à la roue selon ses compétences et ses intérêts. Et donc, on verra que plus on avance dans les années 70, plus la notion de collaboration, au sens fort du terme, va s'imposer dans les œuvres, alors que les spectacles qu'on va voir aujourd'hui, Chants et poèmes de la Résistance ou La Nuit de la Poésie, sont plutôt des juxtapositions de numéros divers, même s'il y a aussi une part d'interaction entre les participants.
Autre caractéristique de ces événements, c'est la multidisciplinarité. C'est-à-dire que ces productions collectives ne sont souvent pas le fait que des simples littéraires, par exemple. Elles font collaborer et interagir des poètes, des auteurs, des chansonniers, des humoristes, des comédiens, voire des artistes visuels, ou plus largement des artistes des arts de la scène, la danse, le cirque, l'acrobatie, etc. Même dans la nuit de la poésie, malgré son titre, on le verra, il n'y a pas que des poètes dans cette nuit de la poésie. Donc le titre semble indiquer une dominance de la poésie, alors que par exemple dans les chansons et poèmes de la Résistance, on marque bien d'emblée cette multidisciplinarité du spectacle. Et donc, dans cette période d'effervescence artistique, on soutient en effet que les différents arts peuvent collaborer, peuvent s'entraider, s'inter-influencer, et que leur mélange peut ouvrir des possibilités nouvelles à la créativité de chacune. Donc, d'emprunter aux autres disciplines permet de renouveler ses propres pratiques. C'est ce qu'on appelle un décloisonnement des disciplines artistiques entre elles. Donc, décloisonnement, enlever la cloison, enlever la frontière qui sépare ces disciplines normalement. On observe un autre décloisonnement dans les spectacles des années 60-70, c'est quand on parle du rapprochement de l'art populaire et du grand art, ou de cette frontière poreuse qui s'installe entre culture d'élite, culture savante, et la culture populaire. Donc, ce phénomène rejoint en fait la volonté de démocratiser la culture dont je parlais précédemment. Donc, on va retrouver sur scène, par exemple, des numéros plus accessibles, comme ceux des chansonniers ou d'un monologuiste comme Yvon Deschamps, à côté de prestations plus éclatées, plus d'avant-garde. Mais donc dans lesquels il y a parfois la volonté de faire participer le public, donc de les initier à des expérimentations esthétiques, de faire en sorte que les spectateurs se sentent eux aussi impliqués dans la création collective, et donc de rapprocher les auteurs, souvent perçus, ou les poètes, souvent perçus comme des gens séparés du peuple, des gens de l'élite à la culture lettrée savante, de les rapprocher de la culture populaire du peuple, comme c'était le souhait de Gaston Miron. Donc pour cette raison, c'est-à-dire en raison de la volonté de faire participer le public, mais aussi dans le cadre d'un art qui valorise beaucoup la liberté de l'artiste dans les années 60-70, ces manifestations, donc vont souvent laisser une grande place à l'improvisation. Ils vont même parfois prendre carrément la forme de ce qu'on appelle des happenings. Donc cette notion d'improvisation va acquérir une grande importance dans les années 70. Donc une part de spontanéité, de caractère imprévisible aux événements qui vont laisser une place à l'originalité ou la spontanéité. Et donc c'est aussi de ces manifestations-là, notamment du grand cirque ordinaire dont je vous reparlerai dans la prochaine capsule, que naît le théâtre de la Ligue nationale d'improvisation, mieux connu sous le signe de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation, qui est fondée en 1977 au Québec. Et peut-être que vous le saviez pas, mais la formule de la LNI, de la soirée d'improvisation telle qu'elle se pratique au Québec, a été inventée au Québec et a été reprise partout dans le monde par la suite. Donc, nous sommes au Québec les pionniers de l'improvisation, et ça vient notamment des spectacles et des événements liés à la production culturelle des années 70. Enfin, dernière caractéristique importante dans ces manifestations collectives, c'est la part de l'oralité et de la dimension performative. Et donc, il ne s'agit pas simplement, dans une soirée de poésie, d'aller réciter un poème, mais bien d'en donner une interprétation susceptible d'atteindre un public. Donc, il y a toujours cette volonté-là de créer des liens avec le public, et donc la performance doit penser cette interaction. Donc elle peut être sobre ou éclatée, mais elle doit être
pensée dans le cadre d'un spectacle. Elle fait donc l'objet d'une mise en scène qui implique non seulement la voix, mais l'ensemble du corps dans la prestation. Et on va le voir, notamment avec la Nef des sorcières, cette prise de parole publique devient même souvent la thématique première des textes qui sont lus. Donc comme une forme de métadiscours qui traite de la performance en cours. Donc la performance qui est en cours et donc de cette posture qui est de prendre la parole dans une époque, comme je vous l'ai précisé il y a quelques cours, donc l'époque qu'on appelle l'âge de la parole, en lien avec un recueil de textes de Roland Giguère. Donc, dans cette première capsule, je me pencherai plus spécifiquement sur deux exemples de ces manifestations collectives. Ces deux événements, donc soit les chansons et poèmes de la Résistance et la Nuit de la Poésie 70, vont d'ailleurs me permettre de faire la transition entre les tendances qui marquent plutôt les années 60, soit la littérature engagée ou la poésie du pays, qu'on a vu avec Parti pris ou avec Miron, et donc les tendances qui vont plutôt caractériser les années 70, qui empruntent à la contre-culture, ou en ce qu'on appelle l'esthétique de la transgression, ce qui sera l'objet de la prochaine capsule. Donc, premier événement collectif dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le spectacle Chansons et poèmes de la Résistance, que j'ai déjà évoqué à quelques reprises quand on a parlé de Michel Lalonde ou du Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Donc, la première édition de ce spectacle a été organisée en mai 1968 au profit du comité d'aide au groupe Vallière-Gagnon. Donc, comme je l'avais mentionné, l'événement visait à amasser des fonds pour soutenir financièrement, mais aussi moralement, les felkistes, donc les membres du FLQ, Front de libération québécois, Front de libération du Québec, pardon. Donc, pour soutenir financièrement et moralement les felkistes Pierre Vallière et Charles Gagnon, donc dans leur démarche juridique, alors qu'ils ont été arrêtés à New York pour avoir manifesté devant l'édifice des Nations Unies, entre autres pour faire connaître au monde l'existence d'un mouvement de libération nationale et sociale au Québec. Donc, ils sont emprisonnés et le comité d'aide se met en place pour ramasser des fonds, notamment pour les soutenir. Donc, parmi les actions que ce comité d'aide va mettre en place, il y a donc le spectacle qui est offert gratuitement par une vingtaine d'artistes, qui a d'abord lieu, comme je le disais, en mai 1968 à Montréal, mais qui va connaître un tel succès qu'il va faire l'objet d'une tournée de 9 représentations à Montréal, Hull, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, donc qui va s'étaler entre 1968-1969. Et au total, il y a environ 9000 personnes qui assistent à chacune des représentations. Donc, il y a vraiment un engouement pour ce spectacle. Ce que réclament les participants de cette manifestation, donc les artistes qui contribuent, donc ce qu'ils réclament, c'est résumé dans leur recueil qui va être tiré du spectacle, donc recueil Chansons et poèmes de la Résistance, publié aux éditions Orphée par Robert Mire, et donc qui inclut un texte revendicateur dont je vous lis un extrait. Donc, nous, sous-signés, réclamons la libération immédiate et inconditionnelle des patriotes québécois actuellement en prison. Ces patriotes ont, sans contredit et de l'avis de tous, contribué à la prise de conscience croissante de l'homme québécois sur son statut d'être minoritaire et colonisé. Et ils ont posé les premiers jalons de l'affranchissement de la nation québécoise. On voit donc qu'on est encore très proche des revendications des années 1960, comme on l'a vu dans les deux cours précédents, avec Miron et Parti pris. Or, la particularité ici, c'est la forme que va prendre cet engagement pour la défense de ceux qu'on nomme les patriotes québécois, et plus largement pour l'indépendance du Québec. Donc, la forme d'un spectacle collectif auquel participent notamment donc Pauline Julien, Claude Gauvreau, Gaston Miron, Raoul Duguay, Robert Charlebois, Louise Forestier, Yvon Deschamps, Raymond Lévesque et Michel Rossignol qui va y lire le fameux Speak White que Michel Lalonde a écrit spécifiquement pour cette occasion.
Donc, je mentionnerai qu'une deuxième version du spectacle, sous le titre Poèmes et chants de la résistance, cette fois aura lieu aussi au tout début de 1971, c'est-à-dire peu de temps après la crise d'octobre. Ce deuxième spectacle est organisé par le mouvement de défense des prisonniers politiques pour venir en aide cette fois donc aux prisonniers politiques qui ont souffert des conséquences de la loi des mesures de guerre qui a été imposée pendant la crise. Donc, comme le premier spectacle, celui-ci est repris en tournée à Jonquière, Chicoutimi, Sherbrooke, Hull, Trois-Rivières et Québec cette fois, donc au printemps 71. Pour cette deuxième édition, il y a plusieurs autres artistes qui se sont ajoutés, notamment Georges Dard, Gilles Vigneault et Michel Lalonde elle-même cette fois-ci, ainsi que des groupes qui vont expérimenter la création collective, et qui donc se désignent par un nom collectif, comme le théâtre du même nom, qui est dirigé par Jean-Claude Germain, ou le quatuor du jazz libre. Donc, ce qui est particulier avec ce deuxième spectacle, c'est qu'ils vont vraiment prendre des airs de création collective, alors que le premier était plus une série de numéros. Là, il y a de plus en plus de gens qui veulent participer, et donc ils vont se distribuer les rôles. Tout le monde va mettre la main à la pâte, et même, donc, il y aura, quand les artistes ne seront pas sur scène, ils vont, par exemple, ramasser les billets à l'entrée ou agir comme placiers, et donc vont occuper des rôles dans l'organisation même de l'événement. Donc, alors que le premier spectacle avait donné lieu à la publication d'un recueil aux éditions de l'Orphée, le deuxième spectacle va plutôt être immortalisé sur disque. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces disques sur YouTube. J'ai mis le lien sur Studium. Si vous allez jeter un coup d'œil, donc vous constaterez que les disques contiennent à la fois des chansons, des poèmes, des sketchs théâtraux, tout ceci entrecoupé donc de monologues, notamment sur le motif du Québec occupé à différentes époques de son histoire. Il va y avoir aussi un troisième spectacle, Poèmes et chants de la résistance 3, en mai 1973, qui sera organisé cette fois par le Front commun intersyndical CSN-FTQ-CEQ, et qui va viser donc à rappeler l'emprisonnement un an plus tôt de chefs syndicaux. Et lui aussi va faire l'objet d'un enregistrement sur disque, et donc la même chose, lui aussi, est disponible sur YouTube. Donc, on voit bien que la première occurrence en 68 va donner naissance à un phénomène qui va être repris pour différentes causes dans les années suivantes. Et on peut aussi dire que Chansons et poèmes de la résistance en 1968 va inspirer la forme que va prendre la Nuit de la poésie en 1970.